Bonjour, bienvenue dans Overtime, 10e épisode de la saison. On salue bien évidemment les téléspectateurs qui nous ont déjà rejoints dans le chat et on ne manquera pas de relayer vos questions. Comme vous pouvez le constater, je suis en bonne compagnie. Stéphane Rochette, salut. Salut Régis, bonjour à tous. C'est toi qui vas m'accompagner parce qu'on a un invité qui fait beaucoup d'envieux en ce moment. Je veux parler de Christian Dubé qui est le coach du leader. Salut Christian. Bonjour. Bon, vous l'aurez constaté, malheureusement, on doit rester sur cette image un petit peu figée. Et puis, on n'y arrivera pas à voir l'image de Christian Dubé qui est pourtant dans son bureau. Tu peux nous confirmer, tu es bien à la patinoire? Oui, je suis dans le lounge de l'équipe, donc où les gars peuvent relaxer. Donc, je suis seul ici présentement. Bon, ben, on va faire avec ta photo. On a trouvé ton profil. Je sais pas si c'est le profil idéal, mais au moins on a trouvé de quoi illustrer un tout petit peu les propos. Bah, déjà, merci de prendre une petite demi-heure. On a décidé de pas s'engager plus. On va te prendre une demi-heure dans la semaine pour revenir un petit peu sur ce qu'il y a de magnifique actuellement. Peut-être un peu moins joyeux aussi du côté de Fribourg. Parler aussi des perspectives. Donc, je propose qu'on débute avec cette situation au classement. Même si ça s'est pas trop bien placé les derniers matchs avant la pause de novembre, Fribourg a quand même fait le début de saison presque rêvé. Tu t'y attendais, Christian, à ce début de saison? Bon, non, comme je l'ai dit plusieurs fois, quelqu'un qui nous aurait vu là, c'est un menteur, je pense. Donc, avec comment on a terminé l'an passé. Nous les premiers, Christian Traceau. Non, mais c'est correct, je peux comprendre aussi. Pour moi, il y avait beaucoup d'incertitudes aussi. T'apportes des gars comme Walmark, Borgman, Dido qui revient. Tu te demandes un peu comment ça va aller. Est-ce que les pièces du puzzle vont tomber au bon endroit? Comment on allait réagir suite à toutes les critiques qu'il y a eu en fin de saison passée. Donc, mais les gars ont bien travaillé durant l'été. On a eu beaucoup de meetings individuels après la saison. On a mis les choses en place. Je pense qu'on a été honnête aussi avec tout le monde et puis que c'était pas satisfaisant. Qu'en entraînement aussi, ça a été un peu coup-ci, coup-ça. Et puis tout d'un coup, ça s'est mis à marcher. Vous savez comment que c'est quand t'enchaînes les victoires, des fois un petit peu chanceusement et d'autres fois avec le travail, tout s'enchaîne. Et puis donc, on remarque aussi que dernièrement, on a un coup de mou, ce qui est tout à fait compréhensible, je pense aussi. Mais je pense qu'en général, on mérite quand même d'être assez haut dans le classement, je crois. Tu parlais de meetings individuels avec tes joueurs. On a l'impression que c'est les joueurs cette année. Tout le monde accepte son rôle volontiers. On voit Jorg, Valzer, c'est clairement des gars qui sont utilisés comme quatrième bloc. On voit Diaz qui joue pas du tout sur le power play, qui est plutôt utilisé contre les meilleurs attaquants adverses. C'est la réalité à Fribourg. Marchand, par exemple, qui joue pas sur le power play, mais qui fait des points, qui est bien accompagné sur sa ligne. Est-ce que c'est la réalité que tout le monde accepte volontiers son rôle et met la main à l'épaule à la roue volontiers? Je pourrais dire que oui. C'est sûr qu'il y a quand même de la compétition. On l'a vu aussi avec Kylian Motet, que je l'ai quand même descendu dans la hiérarchie pour remonter maintenant. Donc, il y a des fois, des matchs, les gars, ils acceptent un petit peu moins ou sont pas contents. Mais je dirais en général, oui, tout le monde tire à la même corde. Et puis, mais c'est des discussions que tu as. Honnête avec le joueur, on prend le cas de Raphaël Diaz. J'ai dit à Raph, écoute, Borgman y arrive, j'ai Gunderson, donc on va commencer comme ça, et puis on verra comment ça tourne. Donc, ça crée une compétition. Je l'ai dit à Borgman aussi que, regarde, tu as un gars qui est l'ancien capitaine de l'équipe nationale, qui n'est pas un manche à balai, comme on peut dire. Et puis, tu prends sa place. Donc, le gars, il a fait 20-25 points l'année passée, donc tu dois te performer. Donc, c'est des discussions que tu as un peu comme ça à l'interne. Et puis, une fois que tu es honnête, je pense que c'est quand même accepté. Et puis, on voit que les gars ont bien répondu à ça. Je vais y aller tout de suite. On parle de défenseurs. Vous venez d'engager Yannick Radgeb là, pour 5 ans. Ça, c'est de la musique d'avenir. Mais Yannick Radgeb, c'est un défenseur droitier comme Diaz. On sait que c'est un spécialiste de power play. Et là, tu as Borgman et Gunderson. Gunderson, est-ce qu'il sera réengagé ou non? C'est une question que je te pose. Mais là, tu auras 3 spécialistes du power play en haut. Borgman, Gunderson éventuellement et Radgeb. Quel genre de situation ça va donner pour l'année prochaine? Comme j'ai dit, je n'y pas plus loin que le dernier match. On m'a posé cette question-là aussi. J'ai dit, présentement, je ne me concentre pas vraiment là-dessus. On va être honnête que je me concentre sur la saison présente. Mais je vais trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que
Les trois ne pourront pas jouer sur le power play. Je veux dire, Right Gab joue à bien, il a joué off-wing aussi comme one-timer. C'est une situation à laquelle je pense. Je pourrais très bien avoir Dido, Gundy et Yannick, avoir Gundy sur one-timer de l'autre côté. Donc, je vais OK. trouver des solutions. Je ne suis pas vraiment inquiet avec ça. Ouais, situation un peu de luxe, comme on aime le dire chez les entraîneurs, d'avoir autant de possibilités. Je rappelle donc, bien évidemment, que tout le monde peut poser des questions sur le chat de Facebook en ce moment. On ne manquera pas de les relever. Il y en a une qui concerne le poste de directeur technique. Moi, j'aimerais encore qu'on parle un petit peu plus précisément du rôle que tu occupes de coach avant de passer à peut-être cette autre fonction. En regardant le classement des compteurs, je me suis rendu compte que la saison passée, sur les 5 premiers, il y avait 2 étrangers et 3 Suisses. Cette année, sur les 6 premiers, il y a 5 étrangers. Ça veut dire que les nouveaux venus ont atteint un niveau que tu attendais et que des anciens ont fait un pas en avant. On peut le voir ça comme ça, Christian? Ben, je dirais que j'ai plus de qualité en tant qu'étranger cette année. Un gars comme Walmart et Dido, on connaît Dido, on connaît sa qualité, sa force de frappe offensive. Borgman aussi, hein, c'est un défenseur qui a un petit peu pris de temps à s'ajuster, mais là, il a vraiment trouvé ses marques. Donc, je pense que oui, qu'on a eu des gars, qu'on a apporté des gars qui ont trouvé leur marque. Un gars comme Delarose, ça lui a pris pas mal de temps l'année passée aussi, un petit peu, mais lui, c'est quand même un gars qui joue two-way, comme on peut dire. Et Marcus, c'est la grosse différence. Marcus, l'année passée, s'est cassé le dos en commençant. Ça a été Ouais. vraiment long avant qu'il trouve ses marques. Cette année, il est arrivé, il savait il était attendu aussi. Il y a eu beaucoup de discussions avec lui que, écoute, je t'ai signé ici pourquoi? Parce que pour moi, tu devrais être un des meilleurs joueurs de cette ligue-là. Il a répondu à l'appel, donc c'est réjouissant. Un gars comme Walmart, honnêtement, l'aide beaucoup. Ils ont joué ensemble quand ils étaient jeunes aussi. Donc, pour Marcus, ça facilite aussi les choses. Campagne de transfert réussie, je crois qu'on peut le dire, hein, Oui, oui, puisque tout à fait. bah, en tout cas on n'a pas l'impression qu'il y en a un qui n'est pas au niveau, qui a tout simplement toute cette équipe qui tourne autour aussi des leaders. Bon, il y a beaucoup de bonnes choses dans cette équipe. Il y a une chose qui est particulièrement réjouissante, c'est que Reto Berra tient son rang. Nous, à l'interne, on va pas se le cacher, Ah ouais. on avait des soucis, on se disait... C'était notre point d'interrogation. Est-ce Voilà. que d'autres Berra va tenir? Mais jusqu'à maintenant, c'est le meilleur gardien de la Ligue, Christian. Est-ce que tu t'attendais à ça? Ou est-ce que tu avais aussi des doutes en début de saison de se dire peut-être qu'au mois d'octobre, on va se retrouver un peu dans la Moïse? Je pense que j'étais comme un peu vous, le même état d'esprit, comment ça va tourner avec Reto, même au mois d'août, très ouvertement, je me demandais comment ça allait aller, comment ça allait tenir. Il y avait des raideurs au début, ne bougeait pas comme il pouvait, comme avant. Mais je pense qu'il a appris aussi à vivre avec cette situation que, écoute, on ne retrouvera plus pour lui, je ne suis plus le Reto Berra de quand j'avais 25, 30 ans. J'ai eu une opération du dos, je suis plus vieux. Maintenant, je dois m'ajuster, je dois trouver une manière de fonctionner ou de travailler hors glace, sur glace. Que, qui me permet de performer à tous les jours au plus haut niveau. Je pense qu'il est dans un très, très bon état d'esprit. Donc voilà, il se sent très bien. Mais oui, comme tout le monde, j'avais beaucoup de points d'interrogation, puis c'est réjouissant parce qu'on voit que dans cette ligue ou dans toutes les ligues, que si ton gardien numéro un n'est pas là ou ne performe pas, c'est assez compliqué, puis on a vécu ça l'an passé. Bah, par rapport à la position de Reto Berra, le fait qu'il joue 2 matchs avec l'équipe de Suisse le week-end passé, on peut se dire c'est rassurant, ça veut dire qu'il est en pleine possession de ses moyens, ou alors le coach il se dit moi je le fais peut-être pas jouer tous les soirs et je lui aurais bien donné un petit peu plus de repos. Dans quelle position tu te trouves quand tu as vu qu'il jouait le match d'hier contre les Tchèques? Ben déjà, il a joué un excellent match, donc c'est bon signe. Je pense pour lui, ça va lui Oui. donner confiance. Il est revenu hier, il a eu congé aujourd'hui, donc entraînement demain. Je vois aucun problème avec ça. Donc je pense qu'il va revenir dans un très bon état d'esprit. On va dire que pour Berat, les signaux sont au vert. Sur les derniers temps, on a compris que l'équipe marquait un petit peu le pas. C'est aussi peut-être les limites de ton effectif, le fait qu'il y ait peut-être 13, 14 joueurs sur lesquels tu peux compter en attaque, les limites de ton contingent dans les attaquants. Ben, je pense aussi en défense, on a huit défenseurs, donc euh, on a des jeunes placés en Swiss League, mais ils sont pas encore prêts à jouer à tous les soirs. Donc on sait que je priorise la qualité avant la quantité parce que je pense que ce qui fait la différence dans une équipe, c'est des joueurs
des bons joueurs, des joueurs de qualité qui peuvent te changer un match. Et puis jusqu'à maintenant, on a eu ces joueurs-là aussi qui nous ont fait gagner des matchs. Donc, on continue à toucher du bois, qu'on a une équipe assez en santé, mais on sait très bien que pour aller loin dans les playoffs, tu as des blessures qui arrivent et c'est la profondeur de banc qui fait la différence. Ben, justement, en parlant d'aller loin dans les playoffs, Christian, j'ai écrit un article récemment là-dessus. C'est un peu un sujet tabou à Fribourg. Le président botte en touche un peu, etc. Tout le monde a peur d'avoir peur. On a été déçus par les années. Même les fans sont super contents, mais ont peur un petit peu de se dire, oh, est-ce qu'en playoff, ça va marcher? On sait que l'année passée, ça avait créé un séisme quand vous êtes loupé un peu contre Lugano. Mais moi, j'ai l'impression que ce groupe-là, il y a une chimie particulière cette année. Vous jouez vachement bien. Berra fait le job. Tu as trouvé un équilibre rapidement dans tes lignes. Il semble y avoir une chimie, une entente assez exceptionnelle. Et on sait que dans le hockey, c'est rare. Avoir une bonne équipe, avoir du talent, c'est une chose, mais avoir la chimie qui va avec puis les succès sont rares. Jusqu'à maintenant, ce que vous montrez, c'est rassurant. Un petit coup de mou dernièrement, mais rien d'inquiétant. Qu'est-ce qui anime le groupe? Est-ce que ce groupe-là, à l'interne, vous avez le sentiment que vous pouvez aller loin, vous avez une carte à jouer en play-off? Tu parles de la profondeur qui est peut-être manquante, etc. Mais quel est l'état d'esprit qui anime le groupe et quel est ton état d'esprit par rapport à ça? Par rapport aux fameux playoffs, est-ce qu'on a envie de jouer le titre ou non? Est-ce qu'on a envie d'aller le plus loin possible et dire on va tout faire en notre possible? C'est quoi l'état d'esprit à Fribourg actuellement? Bon, on passe d'une équipe qui a pas fait les playoffs l'année passée. Je pense qu'il faut faire attention quand on commence la saison. On ne peut pas arriver et dire on va jouer pour le titre. Je pense que ça serait ridicule de notre part. On est rendu à un tiers, un quart, pas un tiers, 40% de la saison de jouer. Tu es en première place, donc tu es en bonne position. Est-ce qu'on pense au titre? Je pense pas. Mais pour moi, c'est de continuer à travailler régulièrement sur des petits détails, la mentalité, qu'est-ce que ça nous prend pour gagner des matchs, pour arriver en playoff, puis vraiment être à notre meilleur pour pouvoir se rendre le plus loin possible. Est-ce que j'y crois en cette équipe? 100%. Est-ce qu'on a une chimie spéciale? Oui. Est-ce qu'on a tout pour gagner? Je pense que oui, mais il nous manque encore des petits trucs. Il nous manque, comme je l'ai dit, de la profondeur. Donc, le groupe on croit en nous-mêmes et on le montre soir après soir, même si dernièrement, on a un petit coup de mou. Donc, nous, on croit en nous. On croit qu'on a la qualité pour réussir et je crois que je dirais que dans l'organisation, on est prudent, mais tranquillement, c'est aussi mon job d'essayer de pousser et de dire hey, écoutez, là, on a quelque chose de spécial. Une enveloppe. Faut essayer. Ouais, non, mais il y a un 7e étranger qu'il faut qu'il arrive. Qu'est-ce qui arrive si on a le gardien Réto qui se blesse? Donc, c'est des choses que je travaille et que je dois essayer de convaincre. Et il faut que vous compreniez aussi qu'on vient quand même de loin. On a eu un arrêt avec le COVID, avec des prêts à rembourser ici et ça. Mais là, je pense qu'on est quand même dans une situation assez bien. On s'en va dans le bon sens. Ben, à moi d'essayer de convaincre que maintenant, il faut qu'on essaye de pousser un petit peu plus. Donc, on a le budget qui augmente d'année en année. Maintenant, l'année prochaine, on a signé Yannick Radgeb. Donc, je pense on pousse pour aller vers le haut. Mais après, ça nous prend ce petit plus aussi. Et puis, mais voilà, il faut comprendre qu'on vient de loin. On a eu un arrêt. On est prudent aussi parce qu'on ne veut pas jeter l'argent par les fenêtres non plus, ce qui est compréhensible. Mais oui, je crois en ce groupe et je pense qu'à l'interne, les gars le croient. Mais on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ouais, Bon, on a compris que Christian pousse pour un gardien étranger. Ça prend un étranger en plus, en cas de blessure, un gardien évidemment étranger ou pas, quelqu'un au cas que tout à coup que notre ami Berra se blesse ou tombe malade dans les moments clés, évidemment. Et moi, je pense que cette équipe-là arrive au pic. Vous avez engagé Diaz, Berchi, Radgeb pour l'année prochaine. Je pense que les 2 prochaines années, vous avez vraiment une fenêtre particulière. Il y a des gars qui arrivent en fin de carrière qui vont sûrement vouloir gagner un titre avant de partir. Je pense à Sprunger, je pense à Diaz, etc. Berra même, qui a signé pour 2 ans, ce qui est une excellente nouvelle. Et je pense qu'à un moment donné, Christian, il faut se lancer. Il faut essayer. Il ne faut pas dire on attend, parce qu'il n'y a jamais de situation parfaite, puis vous ne serez jamais les seuls contenders. Si on attend d'être premier au classement par 50 points d'avance, puis être sûr de gagner pour y aller, ça ne va pas aller. Donc, je pense qu'il faut se lancer dans le vide de temps en temps. Et puis, toi aussi, j'imagine, il te reste un contrat de 2 ans cette année et l'année prochaine. Je pense que toi, personnellement aussi, tu as des ambitions comme coach. Ben, c'est clair que ça fait 9 ans que je suis ici maintenant, puis je veux dire, j'ai la chance de pouvoir engager les joueurs que je coach. Donc, j'ai engagé des gars
que je croyais pouvaient nous aider à gagner puis jouer dans un style de jeu que je veux. Donc, comme je le répète, est-ce que je crois en mon équipe? Oui. Est-ce que je crois qu'on peut gagner? Éventuellement, on peut donner du fil à retordre à les grosses équipes. Positif, on a joué contre Zurich, contre Zug, contre Genève, contre Vienne. On a quand même, on s'est jamais fait ramasser. On est tout le temps dans le coup. Encore là, cette semaine, on va jouer à Zug. Ça va être un bon test pour nous. Donc, à nous de montrer, mais jusqu'à maintenant, ce qu'on a montré, je pense quand même assez positif. Oui. Donc, comme tu dis, oui, je veux essayer d'aller le plus loin possible puis gagner. C'est le but de toute personne. Donc, c'est gagner. Je l'étais aussi en tant que joueur. J'ai eu la chance de pouvoir gagner à différents niveaux. C'est le but ultime dans notre vie de professionnel, c'est de gagner. Donc, c'est la même chose que je veux en tant que coach et GM. Alors, il y a une question de Gaëtan Grossrider qui nous parle de quelque chose qui sera important pour la suite. Sorensen est-il un joueur de playoff? Par rapport à ce que tu sens de ce joueur, ce que tu as vu par le passé, est-ce que tu peux répondre à cette question? Ben, écoutez, c'est un gars il est très talentueux, oui, mais il a réussi aussi à aller en NHL aussi à cause de sa grinta. C'est un gars, il nous l'a montré depuis le début de l'année. Il a marqué plusieurs goals. Il allait au charbon. Il y en a un, je me rappelle, il a marqué, il s'est fait ramasser, il était tombé dans la bande, il va proche du net. Donc, ça, c'est le Marcus Sorensen que j'aime et qu'on a besoin de soir après soir et qu'il va falloir qu'il nous montre en playoff. Je crois personnellement, je suis assez convaincu qu'il va nous faire, ou qu'il peut, ou qu'il va nous faire la différence en playoff. Donc, à nous de bien l'entourer aussi. Donc, mais oui, il y a cette attitude de guerrier qu'on n'a pas vu beaucoup l'an passé, mais que cette année, on voit. Alors, il y a une question qui a plus attrait à l'autre fonction de directeur technique que tu es encore jusqu'à la fin de cette saison, mais que tu ne seras plus la saison prochaine. C'est Christian Horner qui la pose. Annoncer le choix du directeur technique seulement en janvier, surprenant non, et surtout si c'est pour annoncer Gerd. Est-ce que toi-même, tu peux nous dire quelque chose? Je suis pas sûr que tu sois la bonne personne, mais quand même, on a la question sur la table. Ben, moi, je suis. C'est pas, euh, comment dire, c'est pas moi qui a choisi ou qui prend la décision du timeline d'engager un nouveau directeur sportif. Donc, Euh, comme tu dis, je suis probablement pas la bonne personne parce que je ne fais pas partie du processus d'engagement. Donc, moi, on Bon, s'est assis en fin de saison, on a décidé d'aller d'une certaine manière. Après, quand eux ont décidé de mettre une liste de candidats et de rencontrer ces candidats-là, c'est pas moi qui choisis ça. bon, je me doutais un tout petit peu de la réponse. Par contre, ce que je constate, et ça ce sont des faits, c'est que pour la saison, l'équipe est à, on va dire, 85% constituée. Il restera à trouver un gardien en plus de Reto Berra, un défenseur qui pourrait même être Ryan Gunderson. On sait que c'est un joueur que tu apprécies depuis plusieurs années. Et puis, il y a encore quelques places en attaque. Donc, ça veut dire que le terrain, il sera quand même déjà bien préparé pour 24-25. Oui, ben, je pense qu'on voit qu'il n'y aura pas énormément de changements. On a Yannick Radgeb qui arrive chez nous, mais par la suite, on a déjà 5 étrangers sous contrat. On a déjà plusieurs attaquants sous contrat. Il y a le cas de Julien, d'André et de Mauro York qui sont ouverts. Après, mon but est toujours d'améliorer l'équipe en tant que directeur sportif. Il n'y a pas des tonnes de joueurs sur le marché non plus. Donc, il y aura pas un gros. On va Oui, voir un Fribourg-Gotteron assez semblable, je pense, à c'est un saison. peu tard d'arriver au mois de janvier en tant que directeur technique et devoir faire une équipe à ce moment-là. On est d'accord, Stéphane, je pense que tu es d'accord. L'équipe sera faite, il restera un étranger, quelques joueurs suisses, évidemment. Donc, on sera dans le finalage. Donc, le prochain directeur sportif, finalement, dans la configuration actuelle, il n'y a pas d'urgence non plus de le faire rentrer en poste en janvier. Je pense qu'au printemps, ça pourrait le faire aussi, Christian, finalement. Ben, vu que j'ai j'ai fait toutes les tractations avec Gerd pour signer Reto, pour signer Nathan Marchand, les étrangers, donc il n'y aura pas, comme je l'ai dit, il n'y aura pas il y a pas de presse pour engager un nouveau directeur sportif, mais aussi, ben, j'aimerais bien à un moment donné aussi qu'on avance là-dessus puis savoir qui ça va être. Donc, j'ai aussi hâte de voir C'est comment ça va tourner parce que ben, ça va être mon boss et puis
Ben, comme tout le monde, on a hâte de voir qui ça va être. À quelle sauce on va Donc, te manger? c'est vrai. Parmi les joueurs qui n'ont pas encore signé, il y a Julien Sprunger, il y a Andrei Bikov. Ce sont vraiment des joueurs icônes de Fribourg-Gotteron. C'est des dossiers forcément un petit peu sensibles qu'on ne peut pas traiter comme les autres quand on est directeur technique. Oui, c'est sûr que c'est des icônes ici à Fribourg. Mais bon, la chance que j'ai, ça fait quand même 12 ans que je suis dans l'organisation. J'ai joué avec ces deux gars-là. J'ai une très bonne relation avec André puis Julien. On est très honnêtes. Donc, euh, à la fin, ils comprennent aussi que mon job, c'est d'avoir la meilleure équipe possible. La politique, faut faire attention aussi. Mais André et Julien, c'est des gars qui ont encore leur place dans l'équipe, une bonne attitude. Donc voilà, je vois pas. J'ai déjà eu des discussions avec Julien un petit peu. Et puis, tu sais, quand le gars, il te marque quand même des Ouais. goals ici et là. Donc, c'est pas facile à trouver des gars comme ça quand même dans la ligue. Ouais, c'est un gars, devenu un spécialiste, Julien Sprunger. C'est un gars qui peut te faire marcher un power play, qui peut te marquer le gros but, etc. Et puis encore une fois, c'est un gars qui accepte son rôle, même si un certain match, il joue 12-13 minutes. Et puis lui, je pense que s'il reste clairement chez vous, peut-être, c'est pour le projet. Et puis le projet, ça peut être le titre l'année prochaine. Non, c'est sûr, mais Julien aussi, tu sais, c'est un capitaine de l'équipe, il est vraiment une bonne personne. Pense aux joueurs avant lui. Donc, tu sais, comme tu as dit, son rôle a beaucoup changé. Il Ouais. jouait 24-25 minutes dans le temps, puis il voulait tout le temps être sur la glace. Là, il sait que c'est différent. Puis, je pense qu'il fait, lui aussi et André, ils font rendre les autres se sentent bien à Fribourg à cause de comment ils sont dans le vestiaire aussi. Donc, C'est des ils gars vendent qui, l'histoire. Oui, oui. c'est des gars qui peuvent prendre la pression. Je pense que Julien, dans les moments plus. Là, tout va bien jusqu'à maintenant, pas eu de creux, mais quand il y a un creux, c'est un gars Julien, qui peut prendre la lumière, qui peut prendre les interviews, qui peut gérer ça aussi pour les autres. Exactement. Puis, tu sais, c'est des gars qui parlent de Fribourg, de l'histoire, de ci, de ça. Donc, c'est important, des gars comme ça, dans un vestiaire. Puis, tu vois ils ont vraiment le FG sur le Tatoué. cœur. Donc, exact. Tatoué. Donc, Moi, j'ai une c'est autre beau. question pour toi on sort un peu des joueurs. C'est d'ailleurs quelqu'un qui la pose, Simon Misitrano, qui pose ça dans le chat. C'est une bonne question. Vous avez engagé Patémon et on n'entend pas beaucoup parler de Patémon cette année. Évidemment, on n'entend pas parler beaucoup des assistants-entraîneurs, mais comment vous répartissez le rôle? Parce que dans ce coaching staff, vous avez 3 joueurs qui ont eu des carrières. Bon, évidemment, Patémon n'a pas une carrière en Europe, mais dans le junior majeur au Canada, il en a fait des tonnes de points. Vous êtes 3 coachs. Vous étiez tous des joueurs très offensifs, spécialistes de power play. Qui s'occupe du power play, puis qui s'occupe du piqué? Parce que là, il n'y a pas de spécialiste de piqué là-dedans. Là. C'est comment vous répartissez les rôles? Ben, moi, Steph, je jouais en piqué toute ma Ouais, carrière. tu J'ai jouais, joué en tu jouais piqué. parce qu'il voulait te garder chaud. Parce que. Non, mais j'entends, je veux rien t'enlever, mais ce que je veux dire, c'est que tu es un joueur axé sur l'offensive. On s'entend. Totalement, totalement. Voilà. Mais très honnêtement, j'étais un gars qui adorait jouer à 4 contre 5. J'adorais bloquer des shoots. En fin de carrière, je le faisais énormément à partir de 30 ans. C'est moi qui est en charge du piqué dans l'équipe. OK. C'est moi, depuis maintenant que j'ai pris les rênes, c'est moi qui est en charge. Je fais les vidéos des piqués adverses, de nous, comment on joue et tout ça. OK. Powerplay, c'est Pavel. Pavel est en charge du powerplay. OK. Mais avec moi qui prend quand même les décisions à la fin, qui donne le OK ou non. Mhm. Et puis, Pat s'occupe tout ce qui est secteur offensif, c'est-à-dire forecheck offensif, les face-off offensifs, comment on bouge offensivement, forecheck en zone neutre. Pavel s'occupe aussi de la zone défensive, notre système défensif. Avec Pavel, on l'a mis maintenant en place depuis qu'on a pris, je te dirais, la 2e année. Quand Sean Simpson est arrivé au début, on jouait d'une certaine manière. Et puis, bon, on a appris après, on a changé des petites choses. Et puis, avec Pavel, on a mis notre système défensif ensemble. Mais c'est Pavel qui va faire souvent les corrections et les vidéos de ça. Donc, Pat, tout ce qui est offensif à partir de la ligne rouge et plus loin, ça va être lui. Et zone défensive, ça va être Pavel. Et Pavel s'occupe du powerplay aussi. OK. Intéressant quand même la répartition des tâches parce qu'on n'entend pas. Et puis l'apport de Patémon de façon générale. Est-ce que c'est un gars qui a quand même de l'expérience, qui a quand même vécu cette ligue-là, l'entente, les joueurs, qui fait les meetings? Quand vous faites des meetings, bon, il y a le Power Play meeting, il y a le PK meeting, mais c'est qui drive les meetings avec les joueurs en avant-match, par exemple? Bon, ben, c'est une bonne question. On a évolué aussi, on a changé notre manière de fonctionner depuis le début de la saison. Donc,
Le jour de match, on a scouting de l'équipe adverse. Donc, on va travailler système de jeu en général. Encore une fois, les vidéos offensives, Pat, vidéos défensives, c'est Pavel. Tout ce qui est piqué, c'est moi. Donc, on est les trois qui va parler à tour de rôle et qui va vraiment parler de notre rôle spécifique ou de sur quoi sont nos tâches. Et puis, donc avant le match, ben là, ça va. On a des key points, ça va être soit Pavel ou Pat, mais tout ce qui est meeting ou speech, c'est tout le temps moi, par contre. Donc, c'est moi qui est un peu on peut dire, le motivateur. Ben, je suis le coach en chef, donc c'est moi. Je suis le boss. Hein. Ouais, OK. C'est mon rôle, mais eux sont là, puis chacun dans leur distinction, ils vont parler de leurs choses, mais à la fin, c'est quand même moi qui prends les décisions à la fin. Mais ça va super bien. Écoutez, Pat, depuis qu'il est arrivé déjà, très bonne personne. Il ne se met pas en avant du tout. Donc, a très bien compris le rôle ou ce à quoi je me demande. Ce à quoi je m'attendais de lui quand je l'avais rencontré avant qu'on l'engage. Donc, pour lui, c'est un petit peu différent, mais je pense il se sent assez bien dans ce rôle-là. Et puis, en tout cas, il a l'air très à l'aise. Il est très heureux de venir à la patinoire. Ben, c'est sûr que ça aide quand tu gagnes, quand tu es en bonne position. C'est réjouissant, mais on travaille très bien les trois. Ben, c'est un Québécois aussi. Pavel, à moitié Québécois, Tchèque aussi. Il y a l'accent québécois. Et puis avec David aussi. Donc, sinon, ça va vraiment bien. Moi, j'ai une question peut-être un tout petit peu plus personnelle. Il y a quelques temps, on avait entendu que pour toi, ça trottait dans la tête un retour outre-Atlantique, Canada, États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste dans un petit coin de la tête ou plus vraiment? Ce qu'on a peut-être pas compris, je parlais d'un retour, c'est plus parce que j'ai deux garçons qui jouent au hockey. J'en ai un qui arrive bientôt à 16 ans. Donc, si jamais il avait la chance de se faire repêcher au Canada, est-ce que j'y allais avec comme Steph t'as vécu avec Théo? Si je ne me trompe pas, c'est ta femme qui était avec Chicoutimi. Donc, c'est la même chose. Je suis un gars qui est quand même assez papa-poule dans le sens que j'aime le voir au hockey, j'aime le voir évoluer, je fais de la vidéo avec. Donc, pour moi, c'est des choses qui sont importantes en tant que père. Je l'ai vécu avec mon papa aussi. Donc, je ne veux pas qu'il manque de rien là-dessus. Donc, est-ce que je le suis? Est-ce que je ne le suis pas? C'est toutes des choses. Je parle de la Suède aussi qui pourrait être une option pour lui. Donc, c'est toutes des questions qu'on se pose. Mais retourner pour coacher ou ça, non, ma vie est en Suisse. J'habite dans la magnifique région de la Gruyère. On s'y plaît. Donc, non, ma vie est ici. Bon, ben, on en fera un ambassadeur pour Gruyère Tourisme si jamais. Mais je comprends que cette question-là, exactement. J'habite aussi la Gruyère. Mais je comprends que ça te chiffonne parce qu'évidemment, quand on a les enfants, on veut les accompagner là-dedans, puis on veut leur donner toutes les chances aussi de réussir, les encadrer. Je comprends que tu te poses cette question-là de savoir est-ce que je retourne avec eux, est-ce que je les accompagne, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de moi. C'est vrai qu'à 16 ans, quand ils partent, on les sent un petit peu jeunes quand même, là, de partir. Ça y est, 16, 17, 18. Ben, à 18, par expérience, des fois, ça leur fait du bien un peu de prendre la distance. Mais ça, c'est mon expérience. Non, c'est vrai. Bon, ben, je crois qu'on arrive tranquillement au bout de la demi-heure qu'on avait réservé avec Christian Dubé. On va le remercier vraiment pour le temps qu'il a pris avec nous. On est désolé pour cette image qui nous a un peu fui. Et puis je crois qu'il y a une journée qui n'est pas terminée, qui a commencé tôt ce matin d'après ce qu'il nous a expliqué. C'était quoi votre programme? Raconte-nous votre programme exactement. On en a parlé en avant, mais dire aux gens un peu comment on meuble une pause. C'était quoi votre programme durant la pause, Christian? Bon, on a eu donc il y avait le dimanche, on a joué samedi. Le dimanche, il y avait le Hockey Day, donc les joueurs se rendaient à différents endroits avec les jeunes qui venaient à la patinoire. On a eu congé le lundi, mardi, mercredi. On a recommencé l'entraînement jeudi, vendredi et samedi. Donc, avec nous, on avait 3 joueurs de moins, avec Reto Berra, Sandro Schmidt et Christophe Berchi. On avait des juniors qui s'entraînaient avec nous. On a eu congé hier et puis on a recommencé ce matin sans les joueurs d'équipe nationale qui vont revenir demain. Donc, très bien. Ça a changé quand même. C'est vrai que vous jouez mercredi, vous, donc forcément, ça change. Il y a des équipes qui jouent que vendredi. Donc, ça change un peu le topo. Tu auras des bons commentateurs mercredi au match à Zug. Et moi, on sera présent. Ça devrait être un bon match. Oui, exactement. Je me réjouis de ce match-là, vraiment. Ben, écoute, Zurich, Zug, Fribourg, quand même, il y a quand même au classement, vous êtes devant. Et c'est pas pour rien. On a du bon hockey, on se réjouit. Merci à Christian Dubé d'avoir été avec nous. Belle fin de journée. Merci. Et puis Stéphane, on va continuer à deux. Oui, pas de problème.
On va entamer un dossier un peu plus sensible. Hein. On va parler de Dominique Cahoun parce qu'on s'était Parce que quitté. c'est sensible. On s'était quitté sur le studio de samedi passé avec non, c'est celui de vendredi avec cette grosse poussette sur un arbitre. Pas de sanction. Dans l'overtime de lundi passé, tout le monde se disait c'est pas possible. La Ligue a mis un petit peu de temps avant de prendre les décisions et c'est tombé un dimanche après-midi. Voilà, visiblement on travaille aussi. En tout cas, certains veulent le prouver qu'ils travaillent. Le rapport était fait pour la publier le dimanche parce que le dimanche, faut savoir que le dimanche, il n'y a pas beaucoup de médias, de journaux, de médias, surtout durant la pause, qui travaillent. Donc, pas beaucoup de prise de position aujourd'hui là-dessus. Et dans 2 jours, ça sera une vieille nouvelle. Je vous le dis, la tactique, parce que je le connais. Quand j'arbitrais, je vais te le dire, quand j'arbitrais, les sanctions, qu'il y avait une sanction à tomber pour le mardi, elles tombaient souvent le lundi soir, en fin de journée, parce que les rédactions, les textes sont faits pour le lendemain. À l'époque, il y avait beaucoup plus de journalisme écrit qu'aujourd'hui, moins de web, évidemment. Je parle de ça il y a 15-20 ans en arrière. Et il y avait moins de prise de position le mardi. Donc, en mettant ça lundi en fin de journée, il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont écrits, puis il n'y a pas beaucoup de blabla là-dessus le mardi. Donc, quand c'est un scandale, on en parle moins. Puis le mardi, il y a des matchs. Donc, le mercredi, on parle des matchs de mardi. Donc, ça passe à l'as. Bon, voilà. Mais c'est une tactique de communication comme une autre. Ça tombe un dimanche. Mais sérieusement, moi, il y a deux... Je prends d'abord la réaction. Il y a 2 scandales là-dedans. On va y aller. Alors, la réaction de Nicolas Schauerjans. Pour la question Cahoun, c'est une honte. Vraiment, en 2010, Kolnick du GSHC avait pris 7 matchs. Bon, c'était il y a un petit moment quand même pour avoir touché l'arbitre avec la crosse. Il faut dire qu'il n'y a pas de favoritisme outre Sarine. Bon, là, moi, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. Suisse allemand, Suisse roman, tessinois, machin. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est d'abord... Le gars, le truc a été signalé, c'était un vendredi soir. Le truc a été signalé. Les arbitres ont signalé le cas. Il y avait un superviseur. Ritz était sur place, Philippe Ritz. Il y avait un superviseur qui était... On a vu là. Ça a été signalé. Mais on dit que pour ces genres de trucs-là, c'est comme les diving ou les embellishments. On se donne le temps, etc. Mais là, il est suspendu un match. Il aurait dû être suspendu pour le match contre Bienne le samedi. Non, il joue le samedi. Il sera suspendu le prochain match. Déjà, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Que ce soit l'équipe qui joue 3-4 tours après ou 2 ou 3 tours après qui profite de ça, entre guillemets, parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe, meilleur joueur offensif. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça peut pas. Tu favorises ou tu défavorises une équipe, ça n'a pas de sens. Puis après ça, un match, on s'est donné la liberté de cette année de dire, bon, l'année passée, plus ou moins, avec le recours de Battisberger, on est revenu des délires de 5, 6, 7 matchs pour suspension pour des contacts par inadvertance, sans faire attention à l'arbitre, dans l'action. On était passé de 6, on est passé à 3. Le standard, c'est plus ou moins 3. On s'entend? Et cette année, on s'est dit, on pourrait donner que des amendes. OK. Pourquoi on prend ce cas-là pour ne donner qu'un match? Alors, on compare des actions plus ou moins accidentelles où on n'a pas fait vraiment attention. Je me souviens de Di Domenico, malheureusement pour lui. Il est derrière le but, vraiment, il fait rien pour faire tomber l'arbitre. L'arbitre tombe un peu, 3 matchs. Et dans l'action, alors qu'il ne regardait pas là, sincèrement, celle-là, je l'avais trouvé très sévère. Et on passe de 3 à 1 pour un truc qui est après le coup de sifflet, pas prémédité, mais il savait que le juge de ligne était là. C'est un geste d'humeur. Pousse-toi de là. C'est bien plus grave que des gars qui font trébucher dans l'action. Pour moi. Alors, on prend ce cas-là, et c'est ce cas-là qu'on minimise un match plus une amende. L'amende, tout le monde s'en fout, on s'entend. Mais là... 3 000 francs. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Pour les gens, c'est là un match de suspension qu'on retient. Et là, encore une fois, je trouve qu'on fait tout faux. On envoie un très mauvais signal. C'est plus grave pour moi que de faire trébucher un arbitre dans l'action. Des fois, c'est... Bon, cette année, Malguin a pris un match. Il était à l'aile sur le power play. Il y a un engagement du match à Ambry, puis le puck reste sur place. Il ne fait pas assez attention au juge de ligne pour aller chercher le puck. Oui, c'est vrai qu'il ne fait pas vraiment attention, mais c'est dans l'action. Ça se passe comme ça. Le juge de ligne tombe, un match. Et on compare ça à Cahoun, qui était frustré. Le juge de ligne fait un job parfait. Il se retourne vers lui, il le regarde. « Hey, Dominique, calme. » Il sort, boum, il le pousse. Bon. Non, mais on est où, là? Sérieusement, les gens comprennent rien. Et je comprends que les gens comprennent rien.
Parce que c'est incompréhensible. Donc, ça fait des comprends. Je vois que 2 éléments à la décharge. C'est que visiblement, Kaoun, tout de suite, il est allé vers le juge de ligne. C'est trop facile. Voilà, donc, non, oui, mais c'est un peu plus naturel que de le faire comme certains l'ont fait. 24, 48 heures, un peu forcé et contraint par quand c'est club. dans l'action, puis tu vas au banc, ben, tu reviens après, puis il y a moins de focus. Kaoun, je vais vous dire un truc. Ce que Kaoun a fait, puis on l'a vu à l'écran, on l'a vu à l'écran, on le voyait en gros plan en train de discuter avec l'arbitre puis de rigoler. Ça, c'est le coach qui lui a dit, ou le directeur sportif, ou Marc Lutti, j'en sais rien, quelqu'un qui est descendu, il a dit « Dépêche-toi d'aller t'excuser, tout le monde parle de ça, comme ça tu ne seras pas suspendu trop, peut-être que tu vas avoir 1 ou 2 matchs de moins. » Les gars, c'est réussi. Non, mais bon, il y a aussi un élément, c'est que Kaoun n'est pas sur une liste noire qu'on peut imaginer parfois. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais... Il passe plutôt pour un agneau que pour un loup sur le patinoire. Est-ce que le joueur d'Ajoie, c'était qui l'année passée? Rouillé qui fait tomber l'arbitre. Oui. Est-ce qu'il est sur liste? À part Di Domenico, dans ceux qui ont été suspendus, Sandro Schmidt a été suspendu pour ça l'année passée. Est-ce qu'il est vraiment sur liste noire? Un plus gentilhomme que Sandro Schmidt, il n'y en a pas beaucoup. Bon, là, Stéphane, je vois que tu rejoins Simon qu'on a évoqué il y a quelques instants. La prime au CP Berne. Non, mais bon, voilà. Non, je suis pas là. Non, là, je vais pas. Simon est un fervent supporter de Fribourg, donc il n'aime pas trop Berne, évidemment. Je comprends sa réaction. Là, je vais pas aller là-dedans, mais ça donne le bâton pour se faire taper. Voilà, si ça c'est alors quand on fait trébucher un arbitre de faction presque accidentelle ou sans vraiment faire attention dans l'action alors qu'on regarde là-bas, puis whoop, ben c'est plus 3 ça. C'est 1,5. Bon, bah. Voilà. Non, mais voilà. On va pas épiloguer. On est là. Je serais quand même surpris qu'il y ait un recours. On a vu que Rapperswil a essayé un recours, quoi qu'il en soit. Non, mais là, on va pas faire recours pour un match. Moi, je pense qu'ils s'en tirent bien. Les gars, on va vite étouffer l'affaire. Exactement. L'affaire est belle, hein? Donc, Kaoun ne sera pas présent lors du match de reprise du CP Berne. Et puis, je propose qu'on parle un tout petit peu de l'équipe de Suisse qui a joué ce week-end. C'est une actualité qu'on a un petit peu moins mis en avant dans la mesure où ça reste la Cariala Cup qui est pas l'événement le plus suivi en Suisse, on le sait. Moi, ce que je constate, c'est que quand la Suisse joue, en face, les gardiens sont tous des champions du monde, quoi. J'ai l'impression que si vous avez un gardien qui n'est pas en forme, vous le faites jouer contre la Suisse, ce sera le meilleur gardien du monde. La stérilité offensive de la Suisse, c'est pas d'hier. Alors, on m'a déjà posé la question pourquoi, et c'est une évidence que offensivement, on a de la peine, même au championnat du monde, avec les joueurs de NHL, de temps en temps, on a eu de la peine à créer de l'offensive. Ça, c'est... Après ça, il y en a qui vont dire c'est le rôle des joueurs dans le championnat, c'est ce que ces joueurs-là ont un rôle offensif, etc. Moi, je pense que c'est une mentalité. Je vais pas épiloguer là-dessus parce que j'ai une conviction profonde que chez les tout-petits, on se contente de dire si tu prends pas de but, c'est bien. On ne valorise pas assez les talents, les joueurs offensifs. Au Canada, vous allez me dire on fait des statistiques, on parle que des buteurs, etc. Mais au Canada, quand tu es un joueur qui marque des buts, puis qui joue offensif, puis qui est wow, qui met des chiffres au tableau, ben tu es mis en valeur. Vous allez me dire là, il n'y a pas que ça au hockey, faire des points. On est d'accord. Mais sauf que quand tu es tout petit, puis que on te dit, c'est pas important celui qui marque, c'est pas important de marquer des buts, puis faut arrêter de mettre des statistiques, etc. Je comprends l'idée. Sauf qu'à un moment donné, tu développes pas le killing instinct. Le fameux instinct de tueur offensif que les Canadiens ont, que les Suédois ont, que souvent les Russes ont. Pourquoi on l'a pas? Pourquoi on l'a pas? Ben, ça vient depuis la culture depuis tout petit de dire c'est bien parce que c'est pas important de marquer des buts, puis c'est pas celui qui marque. Non, mais à un moment donné, si on met pas de valeur là-dessus depuis tout petit, forcément, on suit. Avec toutes les équipes suisses, ce week-end, je suis allé voir des U14, je suis allé voir des U13, je suis allé voir des l'équipe à Montais, je suis allé voir un match hier à Montais, des U17. Contre la France, ils ont marqué des buts, mais j'ai pas vu beaucoup de joueurs très offensifs avec un killing instinct. On voit pas ça, puis j'en vois pas beaucoup pointer leur nez à l'horizon. Ça a été le même problème avec les U20. C'est une culture qu'on n'implémente pas depuis le tout jeune âge. C'est pas une question de talent, c'est une culture qu'on n'implémente pas. Et je le pense. Faisons passer le message. Faisons passer le message. Oui, mais on est plutôt dans l'inverse. Il faut arrêter les statistiques. Oui, je comprends l'idée, mais sauf que si tu ne valorises pas ces joueurs offensifs, tu ne vas pas développer des joueurs offensifs. Si le message que tu reçois, c'est tu ne prends pas de goal, c'est correct, à un moment donné,
Voilà. Il y a une mentalité derrière, je pense, à changer. Bon, ben, une mentalité avec toujours Patrick Fischer derrière le banc. On sait qu'il a été contesté toutes ces dernières années pour ne pas réussir à faire monter le niveau de l'équipe en quart de finale. Il quitte le tournoi avec pas forcément 3 mauvais matchs, mais un premier mauvais, 2 meilleurs sur le deuxième, bons sur le dernier, mais pas de but. C'est un coach, je pense qu'on peut dire, qui est un peu sous pression quand même. Oui, clairement. Après ça, est-ce qu'on peut le juger sur ces tournois-là? Encore une fois, on peut aller sur est-ce que le sens de ce tournoi-là, si vous regardez les joueurs qui étaient là, je ne suis pas sûr qu'Elner va être au championnat du monde. Je ne suis pas sûr que Christian Martin va être là aussi. Sandro Schmidt était là. Bon, tant mieux pour eux. Quand je vois Humble qui est encore là, je me dis, on prépare quoi là, avec Humble, franchement? J'aime beaucoup Humble, mais là, à un moment donné, il faudra passer à autre chose. Fischer a clairement dit, ça c'est une information que j'ai par des joueurs qui ont parlé à Fischer, de dire que cette année, il va essayer de prendre des cadres de l'équipe tout au long de la saison dans les pauses en décembre, février, pour que cette équipe-là soit prête, plutôt que de prendre des jeunes. On se souvient, on joue des tournois de meilleur niveau, mais avant, on prenait des tout jeunes. Oui, c'est que des surtout projets, en novembre. Surtout en novembre. Là, maintenant, il a l'air de dire, je vais prendre des cadres. Mais en prenant ces cadres-là, est-ce que les gars sont contents d'être là? Est-ce qu'ils ont envie d'aller là? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de se faire blesser? Est-ce que les clubs sont contents que ces gars-là aient là? Je ne suis pas sûr. Et puis, honnêtement, est-ce que ce tournoi-là, en fin de semaine, va changer quoi que ce soit à la formation ou à la performance de l'équipe suisse au mois de mai? Je n'y crois pas du tout. Alors ça, on peut toujours en discuter. Je n'y crois pas du tout. Les choses étant ce qu'elles sont, il y a une pause internationale imposée par l'IHF, donc ce qui signifie que la coupure, tout le monde le fait, on le fait. Voilà. Tout le monde le fait, on le fait. N'a pas le choix. La coupure, il faut la faire. Donc autant l'utiliser pour l'équipe nationale. Ça semble quand même pas être un sujet de discussion dans d'autres pays, hein, comme la Finlande, la Suède. Je sais pas, je lis pas les journaux finlandais. Non, mais c'est pas vraiment. Ils accordent une importance particulière à l'équipe nationale. Mais bon, il faut dire qu'eux aussi, la Suède notamment, avec tous les joueurs de NHL, etc., la Finlande prend moins de joueurs de NHL, mais encore une fois, on a mis des critères aussi. Est-ce qu'on peut parler de ça, les critères? Patrick Fischer, tu parles qu'il est sous pression. Là, évidemment, la Fédération entend ces critiques, cette pression de dire, finalement, perdre encore de façon honorable, on en aura le bol. On a mis des critères. On a rendu public les critères de perdre de façon honorable. Oui. Non, mais sérieusement... Non, mais sérieux, il y a des gars qui veulent pour calmer un petit peu mais les ardeurs. Qui calme qui? C'est que tu t'enfermes dans des critères pas possibles, etc. C'est ridicule. J'ai parlé avec des gens du milieu. Tout le monde me dit, attends, ces gens-là veulent justifier leur salaire, vous dire, oui, on vous écoute, on n'est pas content, on va lui mettre des exigences comme ça. Moi, je trouve que ça fait, on veut montrer au public qu'on travaille, on veut montrer on le met sous pression, ça fait amateur, moi, de toute façon, on s'entend que Patrick Fischer, la performance de Patrick Fischer, c'est forcément relié aux joueurs de NHL qui sont présents. Si Roman Josi est là, si Timo Meier est là, si Ishii est là, on s'entend-tu qu'il va avoir l'air pas mal plus intelligent? Alors, évidemment que c'est pas la même équipe. Voilà. Bon, on lit quelques commentaires. La Suisse stagne depuis 2018. À quoi sert le hockey international avant le mois de mai? On l'a un petit peu évoqué. À quand la fin de Fischer? J'ai pas le sentiment, à titre personnel, que c'est prochainement. Non. Et puis, trop d'étrangers dans notre championnat. On peut en discuter, mais... c'est un truc que j'aurais aimé discuter avec Dubé de façon plus globale. Évidemment, on voulait parler de Fribourg-Gotteron parce que les gens sont dans l'actualité. Mais j'ai discuté avec plusieurs directeurs sportifs récemment et je leur ai demandé ce qu'ils pensaient des 6 étrangers et tous m'ont donné un avis favorable en disant c'est bien, ça apporte quelque chose à la Ligue, les joueurs suisses qui jouent doivent se bouger les fesses un peu, ça monte le niveau d'exigence et c'est bon pour les Suisses et l'équipe nationale, blablabla, blablabla. Intéressant comme avis, partagé ou pas. J'ai parlé aussi des jeunes. Est-ce qu'on fait jouer assez les jeunes? Et on m'a dit, oui, il y a pas mal de jeunes qui jouent. On est obligé d'équilibrer notre budget. Donc, il y a beaucoup de joueurs de 22. Débat très, très large à avoir là-dessus. Oui, ça ferait presque l'objet d'un overtime une fois. Pas juste un, plusieurs overtime. Et voilà, parce que les avis sont fortement partagés. Évidemment, les gens de l'équipe nationale se cachent, Lars Weibel se cache derrière ça depuis un moment. Oui. Il l'a dit haut et fort. D'ailleurs, il s'est mis en pétard avec beaucoup de clubs parce qu'il a dit qu'en fait, la Ligue nationale faisait n'importe quoi avec ses 6 étrangers, etc. J'ajouterais juste en fait les étrangers. 6, c'est très récent.
Par contre, les problèmes offensifs de l'équipe de Suisse, ça remonte à plusieurs décennies déjà. Ouais, c'est une culture. Donc, je vous l'ai dit que c'est une voilà. culture à changer. Donc, Et c'est pas du jour au lendemain qu'on va la changer. Donc pour moi, les 6 étrangers, on peut l'évoquer, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Enfin, ça, c'était mon avis. Pas le droit, mais on est là pour ça. On est là pour ça, dire la vie. Mais le temps passe, Stéphane. Oui, le temps passe. Et j'aimerais quand On même vieillit. qu'on parle un tout petit peu des clubs. Parce qu'ils n'ont pas joué. Dans beaucoup de clubs, on a pris quelques jours de vacances, comme on l'a entendu tout à l'heure. Il n'y a pas eu beaucoup de communication. Mais il y a un club qui fait quand même beaucoup parler de lui. Et il continue, pas forcément pour des bonnes raisons, de faire parler de lui. C'est le HC Bienne. Pour qui on peut s'attendre au grand chambardement. C'est comme ça que je l'ai appelé quand on m'a dit qu'est-ce que tu peux titrer sur le HC Bienne. Oui, cette fois, on n'en doute plus. À Bienne, on va tourner une page et puis il va falloir en écrire une nouvelle, clairement. On peut citer bien évidemment le départ de Kunsley pour Zug, celui plus que probable peut-être anticipé, qu'on va en parler après. Oui, peut-être il chiait aussi à Genève. Ça y a encore un bruit, mais il est assez bien nourri. Donc on est en train de faire une vente de feu, quoi. Mais je pense que... De stockage. Comment on peut appeler ça? À Bienne, il va falloir reconduire... Si on fait la moitié de l'équipe. Si on fait ça, si on laisse aller Kunsley puis chier, vous voulez partir, vous voulez prendre plus d'argent ailleurs, c'est légitime, honnêtement, les gars, ils n'ont qu'une carrière. Allez-y tout de suite. Ça veut dire est-ce qu'on brade la saison en cours? Au moins, tant qu'à aller en reconstruction l'année prochaine, on brade la saison en cours, on va sauver quelques mois de salaire, 6 mois, il reste quoi? Ils sont payés jusqu'à fin avril, les gars. 5-6 mois de salaire. Allez-y, les gars. Merci, bonsoir. Alors, et puis, on va faire ce qu'on peut. Si on accroche le top 10, non, mais le 10. cas Ischier, ce serait pour la saison prochaine, aux dernières nouvelles. OK, je pensais que tu disais qu'on avait des bruits qui chiaient par thème. Non. J'allais dire pour jouer où à Genève, exactement. Bon, merci de rajouter cette belle remarque qui me va très, très bien. Est-ce qu'elle est là pour le projet ou pour le pognon? C'est la question. Non, mais apparemment, si Kunsley s'en va, c'est parce que ça se passe pas très, très bien avec son nouveau coach. Il y a un moment où il faut appeler un chat. Il a été mis de côté, Kunsley. Les retours au jeu de blessures, et il a été mis de côté. Le coach n'était pas content. Idem avec Olofsson. Donc le coach a bras de fer avec ses joueurs, avec des joueurs, des éléments importants. Les gars, si vous ne jouez pas comme je vous dis, vous n'allez pas jouer. Moi, je dis une chose avec le HC Bienne, c'est qu'il y a beaucoup de bruit par rapport à des départs. Pour l'instant, pas beaucoup d'arrivées, même si on ne doute pas que Martin Steinegger va se trouver un contingent. Il n'a pas le choix. Mais probablement avec un niveau qui va redescendre. Mais je pense que du côté du HC Bienne, maintenant, on approche de l'heure de vérité. C'est-à-dire que les blessés vont revenir... Pas offert, parce qu'offert, il en a encore pour quelques temps. Jusqu'à l'année prochaine, on ne le reverra pas. Mais on va dire qu'à 95%, l'équipe, elle sera là. Donc maintenant, on va voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre cette saison. Parlons de cette saison, parce que les joueurs, ils sont quand même focalisés sur l'exercice en cours. Et ils ne pensent pas à leur contrat forcément à chaque minute du match. Un peu. Pas durant le match, on s'entend, mais entre les matchs. Voilà, donc moi je pense qu'à partir de cette semaine, on va pouvoir dire le HC Bienne, il vaut quand même une place mieux que se battre contre les play-outs, puisque c'est actuellement sa position. Stéphane, tu penses aussi que c'est l'heure de vérité? Ah oui, tout à fait. Moi, je pense qu'ils peuvent rattraper le coup un peu. L'objectif, je pense, ça va être le top 10, accrocher les pré-playoffs dans la situation actuelle. Mais là, si les joueurs reviennent, il y a déjà Gaétan Haas, qui était absent aussi dernièrement. On parle d'Eponiemi aussi, qui pourrait revenir un peu plus tôt que prévu. Lui, on n'a pas vu vraiment sa valeur. Mais quand même, là, je veux dire, si Brunner retrouve le jeu aussi, donc Kunti, donc ça fait des cadres qui reviennent gentiment. Et cette équipe-là est plus que respectable et respectée dans la Ligue quand elle a tous ses effectifs. Donc, pire, on peut pas, ça peut prendre que du mieux. Mais là, top 6, on s'entend que ça va être compliqué. Il faudra tenir la moyenne de points très, très, très élevée. Ça va être compliqué, je pense, du côté de Bienne. Et là, si on laisse aller Kunsley, c'est quand même un joueur important de cette équipe-là. Hein. Je veux dire, la preuve, c'est qu'il part ailleurs. Il peut pas être remplacé comme ça par Barhoffner. C'est quand même pas le même il y a un joueur. droitier-gaucher, Barhoffner, pas du tout. Il ne peut pas jouer dans le même registre que Kunsley. Oui, il a de l'expérience de National League. C'est pas une mauvaise idée d'aller chercher Barhoffner, mais il ne va pas remplacer poste pour poste Kunsley. Et Kunsley est un joueur important de cette équipe-là aussi, avec un rôle assez important. Et je fais une parenthèse. Kunsley, vous avez entendu, Kunsley, ça ne va pas avec l'entraîneur. On l'a bien compris, on voudrait le laisser aller maintenant. Donc, on se posait la question, quel est l'effet du nouvel entraîneur dans la reconduction des contrats ou non? Je pense que beaucoup de joueurs cet été ont repoussé
leur reconduction de contrat, leur renégociation de contrat à l'automne, en se disant, on a un nouveau coach qui vient de signer pour 2 ans, sauf erreur? Oui. Donc, on va attendre de savoir, parce que les joueurs, le coach, c'est important. À une certaine étape de ta carrière, pour qui tu vas jouer, c'est important. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont attendu cet automne. Et vous avez un élément de réponse avec Kunzle, qui sûrement a reçu plus d'argent à Zug, on n'en doute pas. Mais il y a visiblement un problème avec l'entraîneur. Donc, il n'y a pas que l'argent, souvent, dans les décisions. Et on peut considérer que l'entraîneur est aussi un facteur dans certains cas. Voilà, d'où ma remarque, c'est l'heure de vérité, parce que je pense que vraiment, on va pouvoir voir si le courant passe, la chimie passe aussi entre ce que veut le coach et ce que l'équipe est bien capable ou a envie de faire après avoir connu Antti Termeinen. Je pense qu'on revient à toutes les émissions sur le nom d'Antti Termeinen, mais pour l'instant, clairement, il faudrait qu'on passe à autre chose. Hein. À un moment donné, on ne pourra pas dire « Ah, mais c'était mieux avec Antti, c'était mieux avec Antti. » Avec Lars Leuenberger, ça a été compliqué il y a 2 ans. Antti est revenu, c'était super. Et là, à un moment donné, il faudra passer à un autre appel, à un autre sujet, puis dire « Les boys, ben, c'est comme ça. Là, voilà. Malheureusement, il a eu des soucis de santé, c'est plus possible. » Donc, on doit passer à autre chose et les joueurs devront aussi se prendre en main. À voir aussi les étrangers. Je me réjouis de voir comment la reconduction des joueurs étrangers, parce qu'il y a plusieurs qui sont en fin de contrat. Il y a quand même du pain sur la planche. Puis après, là, on parle aussi qu'il va aller rechercher des joueurs. Mais sur le marché, il y en a beaucoup qui ont déjà fait leur emplette. Donc, il ne reste pas des cadres ou des joueurs, des bons espoirs. Il n'en reste pas énormément. Là. Non. C'est clair que du côté du HC Bienne, ça sent la phase de reconstruction. Mais on va déjà les laisser terminer la saison. Je pense qu'à partir de demain, il y a la reprise de la Ligue des Champions avec une équipe un peu plus fournie. Et on verra aussi en championnat si l'équipe est capable d'aligner des performances comme la dernière, avec une victoire face à Berne. 2-1. Belle victoire. Puis d'ailleurs, demain, ça tombe pas trop mal, la Ligue des Champions pour eux. C'est une espèce de match, un nouveau match amical avec l'équipe qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Bon, il est en train de me tendre la perche pour vous donner le programme de la semaine. Je l'ai mal vendu ou bien? Bon, passons à autre chose. Donc, le programme, riche programme des prochains jours, puisque demain, il y a 2 équipes suisses qui sont engagées. Bienne qui va jouer à la maison face à Ferriestedt et en même temps Rapperswil face à Mannheim. Mercredi, la Ligue des Champions également, 19h30, Genève va affronter Munich, mais en déplacement pour les Genevois. On va se retrouver avec Stéphane, 19h40 à Zug pour ce qu'on peut appeler comme un choc au sommet, puisqu'en termes de points par match, c'est les 2 meilleures formations de la Ligue qui vont s'affronter. Jeudi, Overtime NHL à partir de 17h. Vendredi, studio Genève-Lugano. Samedi, à nouveau, studio avec un Lausanne-Zug, mais également un match de NHL avec le Nashville de Josi face au Chicago de Kourachev. C'est pas mal aussi à partir de 20h. Et de Connor Bedard. Et puis, bien sûr, nos rendez-vous habituels. Ce podcast gentiment arrive au terme. Ouais. Retrouvez cette émission sur nos vecteurs traditionnels. Facebook, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, YouTube et bien sûr notre application qui est à télécharger si ce n'est pas encore fait en ce qui vous concerne. Un grand merci à Michael Bartels pour sa contribution très active à la partie technique de l'émission et sans qui il n'y aurait rien eu, je vous le cache pas. Merci à lui. Et puis également à Jean-Philippe Presselwenger qui a assuré une partie de la coordination. Je vous souhaite une belle semaine à toutes et à tous. Avec Stéphane, on se retrouve très bientôt. Bye bye. Bye bye. Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi, MySports, c'est le hockey.